3 invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Fabien Bossy nous accompagne, chef économiste France à la Société Générale CIB. Bonsoir Fabien. Bonsoir Grégoire. Merci d'être avec nous. Merci à Florian Yelpo de nous accompagner également. Bonsoir Florian. Bonsoir. D'être responsable de la macro chez Lombardier IM. Et Xavier de Buren est également notre compagnie. Bonsoir Xavier. Bonsoir Grégoire. Vous êtes directeur des investissements d'OTA Capital. Xavier, commençons par cette logique de marché un peu infernale. À chaque jour, un nouveau modèle de langage ou un nouveau chatbot ou une nouvelle fonctionnalité sort dans le marché. Et généralement, on voit un secteur se faire un peu massacrer en bourse avec cette logique de disruption générée évidemment par l'intelligence artificielle et ses développements. J'appelle ça un peu le mistigris parce que c'est vrai qu'on est très concentré sur les softwares, mais on a vu les services financiers, le wealth management, l'assurance, la logistique aux États-Unis sur une ou deux séances pouvoir être attaqués parce qu'un modèle d'optimisation logistique en l'occurrence pouvait montrer qu'il y avait mieux à faire encore dans un secteur comme le trucking. Comment vous regardez cette logique de marché et en tant que stock picker, est-ce que c'est une logique qui génère déjà des opportunités d'investissement ? Alors c'est une très bonne question. Tout d'abord, il faut regarder un petit peu ce qui se passe et le changement de sentiment des investisseurs par rapport à l'IA globalement, où on est passé d'un... En fait, ce qui soutenait les cours, c'était plus la perspective de croissance future et les niveaux d'investissement très importants. Maintenant, les investisseurs s'inquiètent plutôt du retour sur ces capitaux investis très importants et de se dire, voilà, quand est-ce qu'on va arriver à la rentabilité ? Donc ça a amené, vous l'avez dit en introduction, un mouvement assez fort de prise de profit sur les Magnificent Seven, parce qu'elles ont perdu 1300 milliards de capitalisation depuis le début de l'année. C'est moins 10 à moins 20% pour le groupe des Mag 7 par rapport au point haut historique, bien sûr. Exactement. Et donc cette interrogation est amplifiée aussi par des choses beaucoup plus ciblées sur certains secteurs, et vous l'avez dit, notamment sur la partie software logiciel. Et ça, c'est un vrai, effectivement, c'est un vrai sujet, et ça a emporté très très bas tout un pan de la cote. Donc, ce qu'il faut comprendre, je pense qu'il y a 3 éléments qui défavorisent ce secteur aujourd'hui. C'est un secteur qui a beaucoup profité ces dernières années du mode SaaS, c'est-à-dire que c'était de la licence sur abonnement. Alors ça, c'était très rentable et ça donnait beaucoup de visibilité à ces acteurs. Sauf que ce qu'on constate avec l'IA aujourd'hui et tous ces systèmes très puissants, c'est qu'aujourd'hui, on arrive finalement à avoir des outils personnalisés, très efficaces, de façon très rapide et très peu chère. Donc c'est, je pense, une remise en cause vraiment fondamentale de ce système du SaaS qui a été vraiment un des drivers de création de valeur pour ces acteurs du logiciel. Le deuxième point, ça s'est fait sur un modèle de licence par utilisateur. On dit par siège. Mais en gros, ils vendaient un certain nombre d'accès à ces licences. On voit bien aujourd'hui que dans pas mal de secteurs, la mise en place de l'IA pour certaines tâches RH, marketing, comptabilité, etc., nécessite moins de personnes. Donc forcément, moins de personnes, ça fait moins de licences, ça fait moins de ventes et ça fait moins de rentabilité parce qu'on a un effet de levier très important chez ces acteurs-là. Et enfin, il y a le fait que toutes ces expertises, grandes expertises, on va dire, qui valaient cher, qui étaient compliquées et finalement qui étaient détenues par un certain nombre d'acteurs assez spécifiques dans le logiciel. Aujourd'hui, l'IA vous permet d'accéder à ces expertises de façon extrêmement rapide et très efficace et pas cher. On peut mettre le traitement de données qui permet de traiter des milliards et des milliards de données et d'avoir des résultats très efficaces en quelques secondes. Et donc, il est très clair que tous les secteurs d'externalisation de services aujourd'hui, alors on peut mettre les SS2I, on peut mettre les agences de publicité, on peut mettre le service client, on peut mettre les sociétés de conseil. Ça, c'est vraiment pour moi des business models qui sont à risque aujourd'hui par rapport à toutes ces avancées d'IA et ces résultats très concrets qu'on peut constater aujourd'hui. C'est-à-dire que sur le plan stratégique, une entreprise aujourd'hui va être amenée à se poser la question, après avoir passé des années à outsourcer quand même un certain nombre de ses fonctions, va pouvoir se demander à nouveau si ça ne vaut pas mieux réintégrer
réinternaliser ces fonctions avec des outils d'IA qui rendront plus efficaces, moins chers. Ce serait une erreur stratégique de ne pas se poser la question. Et ensuite, on le voit, c'est déjà appliqué notamment dans le secteur bancaire, qui était un très gros consommateur des sociétés de conseil, des SS2I, etc., qui aujourd'hui applique ça. La Société Générale parle de 500 millions d'euros de revenus / économie en 2026 et mettait en avant les aspects reporting qui mettaient pratiquement 15 jours à être mis en place et qui se font de façon quasiment instantanée. Chez BNP, ils parlent de 750 millions d'euros. Donc, c'est une réalité aujourd'hui. Cette logique de marché, alors elle est justifiée, vous dites, il y a un vrai doute sur le modèle SaaS, les anglo-saxons appellent ça le SaaSpocalypse, le SaaSmageddon, il y a une vraie crise du modèle SaaS. Quand on part de la logique bottom-up, du discours des entreprises, est-ce qu'on a déjà des premières évidences, des premières anecdotes d'entreprises qui, effectivement, changeraient de fournisseur de services pour tel et tel sujet, pour s'en remettre à de nouveaux modèles d'IA? Quand j'écoute les discours d'un Capgemini, d'un SAP, on n'a pas l'impression que les clients sont en train de fuir aujourd'hui ces entreprises. D'ailleurs, les résultats de ces boîtes sont en ligne avec ce qui est attendu. On parle bien d'un de-rating, on ne parle pas d'un changement de trajectoire des croissances bénéficiaires de ces entreprises aujourd'hui. Alors c'est vrai, sauf que le marché anticipe toujours. Donc à partir du moment où il y a un risque, on l'a vu sur Téléperformance, ça a commencé il y a maintenant 3 ans et c'est un plomb qui tombe sans fin. C'est une société qui fait du service après-vente par téléphone. Il y avait un accumulement passif aussi chez Téléperformance. Ok, mais ça se voit aussi, c'est Concentrix qui sont concurrents américains. On a vu pareil. Enfin, donc c'est vraiment de l'anticipation à partir du moment où il y a une remise en cause un peu des business models. Et moi, quand j'écoute les conférences call pour les publications de résultats de Capgemini, de Publicis ou de Dassault Systèmes, moi, je suis pas très convaincu par ce qui se dit. Je crois surtout que personne n'en sait rien et qu'ils pensent avoir les bons outils pour pouvoir faire face à ça. Mais la réalité, c'est que quand on voit la puissance et la rapidité d'évolution de ces modèles, à laquelle ça sort. Pour moi, c'est vraiment très difficile avec un business un peu historique de se dire que tout va bien et qu'on est protégé de tout ça. Même on a les outils pour les intégrer, etc. Donc, à partir du moment où personne ne sait vraiment la réalité et la vitesse à laquelle les choses vont arriver... Trop d'instabilité du futur, donc on vend. On le voit bien aujourd'hui que les sociétés de services ou d'externalisation ont une valeur ajoutée qui baisse. Le meilleur exemple, et je prends Publicis par rapport à Meta, Meta qui a intégré l'IA pour pouvoir générer de la publicité, pour pouvoir générer tout ce qui est surveillance des contenus, etc., de la modération. Ils ont fait ça de façon très, très efficace, avec des coûts très très faible. Et c'est ça qui explique une très grande partie de la hausse de la rentabilité de Meta. Donc on voit bien que c'est des choses qui aujourd'hui sont réelles. Florian, donc sur cette logique de marché, c'est un peu comme disent les anglo-saxons là aussi, sell first, think later. Jusqu'où ça peut nous emmener, effectivement. Et puis, face à ça, il y a tout un autre pan du marché qui retrouve et qui regagne en intérêt. Est-ce qu'il y a quelque chose de durable aussi dans ce phénomène de rotation? Crise du logiciel, mais je sais pas, l'énergie par exemple, la construction, les ressources de base, tout ça se met à progresser fortement. Est-ce que c'est une rotation qui peut maintenir les jauges de marché, les indices à niveau? Et les indices géographiques également. Parce les indices géographiques. Aujourd'hui, il y a pas mal d'hétérogénéité entre les différentes places boursières de la planète. Il y a ce côté... il y a tous ces éléments micro qui vont expliquer effectivement cette grande rotation. L'une des rotations qu'on peut voir, une façon de le regarder, c'est de regarder la volatilité moyenne des actions à l'intérieur des indices et la comparer à la volatilité de l'indice, c'est-à-dire que si les gens comme moi qui regardent beaucoup les indices sans s'arrêter là, ils ne perçoivent qu'en fait qu'une partie infime de cette rotation. Tout ce qu'ils voient, c'est un marché plutôt boule,
avec des signes de tension un peu globaux qu'on perçoit notamment dans les marchés des dérivés, où on voit que effectivement le VIX, donc cet indice de volatilité, progresse plus vite que la volatilité réalisée des indices, globalement. Sur le plan macro, l'histoire, elle reste quand même assez alléchante. C'est-à-dire que si on sort justement de ce compartiment qu'est la technologie, qui représente peut-être 30% des actions monde, donc c'est quand même, disons, un compartiment difficile à ignorer, l'histoire sous-jacente, elle reste très positive. C'est-à-dire que vous en parliez hier soir, les années 90, on se retrouve on a accès enfin à Internet, on peut communiquer facilement aux quatre coins de la planète parce que c'est le seul avantage qu'on a à Internet, et on a une progression de la productivité de l'ordre de 0,2-0,3 en contribution, 0,3% du PIB. Donc Solow, prix Nobel en 87. Exact. Et 4-5 ans plus tard, la productivité explose. Exactement. Voilà. Quand lui voyait le mystère de la productivité, enfin qu'on ne retrouvait pas dans les chiffres, alors que les ordinateurs étaient partout. Et on en est un peu là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on commence à constater dans les chiffres des taux de croissance, notamment américains, ils sont très en amont de ce cycle-là. On voit une contribution de cette productivité au PIB. Lié à l'IA. Alors, c'est difficile de dire c'est lié à l'IA. Ce qu'on voit, c'est que la contribution de la productivité progresse dans les chiffres annuels. Et si vous vous en tenez au rapport du World Economic Outlook du FMI, l'estimé pour 2026, il est entre 0,5 et 1% de ce qu'on appelle la productivité apparente des facteurs, c'est-à-dire la contribution totale de la productivité de tous les facteurs, capital et travail en même temps. Donc, il y a une histoire ici qui est extraordinaire aux États-Unis, c'est-à-dire que vous avez une progression de la productivité, alors l'adoption, point d'interrogation, et en plus de ça, vous avez l'impact du capital expenditure. C'est-à-dire que Rearm Europe, c'était un projet incroyable en Europe de 1% par année. Ça nous a galvanisé. Là, on parle d'un plan d'investissement de l'ordre de 2,5% du PIB américain chaque année, année après année, pour autant qu'on arrive à le financer. Donc, le danger, ce serait probablement de se fier, en tout cas, notre perception, ce serait de se fier à ces histoires, enfin, à ce narratif micro-économique qui effectivement montre des signes de fragilité dans les portefeuilles les plus passifs, et d'oublier qu'en fait il y a une très belle histoire globale. Il y a une histoire tactique et une histoire fondamentale qui sont deux histoires différentes. Qui est l'histoire structurelle. Ouais. Et l'histoire structurelle, elle est encore plus belle si on regarde les pays qui, eux, n'ont pas à financer justement ces investissements. On regarde l'Europe, on regarde le Japon par exemple, on regarde les stocks suisses. On a aujourd'hui, on voit une amélioration de la rentabilité de ces entreprises-là au quotidien, sauf qu'elles n'ont pas eu à en payer le prix, ce qui est le cas de ces fameux hyperscalers. Américains. Comment on gère ce moment-là entre tactique et fondamental, justement est-ce qu'on a envie déjà de se repositionner sur les thèmes qui ont le plus souffert en lien avec l'IA, ou est-ce qu'on est à l'aise avec l'idée d'une rotation qui permet de se décentrer un peu justement de ce petit séisme qu'on connaît aujourd'hui? Ce qu'on trouve intéressant, c'est une forme de congruence des histoires. C'est-à-dire que vous avez une histoire du marché d'échange et une histoire du marché des actions, en fait, qui se recoupent un petit peu. Côté obligataire, on ne peut pas faire grand-chose, mais côté action, on peut faire pas mal de choses. C'est-à-dire qu'on peut tenter d'accompagner cette rotation. Alors nous, on l'accompagne de façon sectorielle parce qu'on est allocataire d'actifs et c'est ce qu'on va regarder en priorité. On ne pense pas spécialement secteur, mais on pense région. Et ce qui est intéressant, c'est que quand vous vous éloignez des actions monde, vous vendez du dollar, vous vendez des actions américaines pour 70%, et puis vous allez acheter autre chose, et vous allez acheter de l'euro, vous allez acheter du yen, vous allez acheter du franc suisse, et ça va construire une couche de défensivité dans votre portefeuille. C'est-à-dire que tant qu'on a cette rotation qui a l'air bullish, mais qui, sous la surface, a l'air justement un peu colosse au pied d'argile, on a intérêt à s'en écarter un petit peu, le temps que justement ce qui est un couteau qui tombe finisse de tomber. Le marché fasse son travail de repricing de ce risque-là. Oui, c'est ça. Alors qu'il y a il y a une grande part de la côte en nombre de titres qui sont encore aujourd'hui à revisiter de notre point de vue. Donc encore une fois, c'est facile, on aime bien le Japon, on aime bien la Suisse, on aime bien l'Europe, et c'est une bonne façon en fait d'accompagner la rotation. Parce qu'en face de ça, on a aussi le risque politique américain. On n'est pas encore au midterms, on n'a pas encore vu l'accélération finale sur la ligne d'arrivée. Et on a déjà vu depuis le début de l'année 2-3 mesures qui ont fait un peu frémir les marchés d'échange, et notamment le dollar. Xavier, sur la gestion de portefeuille, là, effectivement, comment on est à la fois présent sur le thème de l'IA, si l'histoire est fondamentale et si c'est une révolution, tout le monde l'embrasse aujourd'hui en tant que tel, en tout cas, et comment on fait pour gérer un risk-reward
équilibré, c'est-à-dire comment on reste attentif aussi aux risques que ce thème peut générer désormais dans le marché, ce qui n'était pas le cas il y a encore quelques mois ou quelques trimestres. C'est ce qu'on dit toujours, une bonne allocation, c'est une allocation qui est diversifiée. Ouais. Donc il faut être bien diversifié, avoir des risques spécifiques qui soient limités. Donc il y a des choses assez simples, mais on est protégé avec les fonds UCITS, on a des poids qui sont limités au sein de ces fonds, donc ça permet d'être moins exposé que les marchés américains, mais ça c'est une première réalité. La réglementation maintenant. Non, mais dans ce cas-là, voilà. J'adore. Et puis après, effectivement, il y a des choses très intéressantes. On a vu un début d'année, une fin d'année et un début d'année du côté des marchés asiatiques pour des questions de valorisation, de croissance, etc., qui sont tout à fait intéressantes à jouer. Et puis après, sur l'aspect de la rotation qu'on observe depuis le début de l'année, c'est un peu l'histoire qui se répète aussi chaque mois de janvier, c'est que le marché va aussi aller acheter les secteurs un petit peu en retard, voire très en retard par rapport à la fin de l'année. Donc dans cette rotation, il y aura du tri à faire aussi, vous dites. Alors, elle se fait souvent en plusieurs phases, c'est-à-dire que généralement il y a des valeurs de qualité qui partent, ensuite vous avez un rattrapage sur vraiment les titres qui sont en retard, en plus là c'est plutôt des secteurs défensifs qui ont plutôt été bien orientés depuis le début de l'année, les télécoms, les utilities, le food and beverage, etc. Et puis donc ce qui va être intéressant de regarder, c'est qu'il y a toujours normalement une troisième phase, et c'est le rattrapage des entreprises de moins bonne qualité, avec beaucoup de leviers, etc. Donc c'est ça qui va être intéressant de voir si le marché s'intéresse dans un troisième temps. Si on va jusque-là. Jusqu'à cette prise de risque. Et si on s'arrête sur le défensif, c'est donc qu'il y a quand même un peu d'attentisme par rapport aux éléments politiques, aux éléments économiques dont on a parlé. Je me tourne vers l'économiste désormais. Fabien, IA et productivité, IA et marché du travail, on pourrait y passer des heures, j'imagine, mais je reprends un peu la discussion qu'on avait avec Florian. Alors ce choc de productivité, il est magnifié aux États-Unis. Est-ce que c'est quand même quelque chose d'assez global? Est-ce qu'on le voit aussi en Europe? Est-ce qu'il y a quelque chose d'assez cyclique, mécanique dans ce regain de productivité un peu partout dans le monde? Et est-ce que l'IA en est une raison? Alors, c'est vrai qu'il faut être peut-être un peu prudent. On est encore très tôt dans cette histoire de l'intelligence artificielle. On a des investissements qui sont en train de monter très fort. Ça a déjà commencé l'année dernière, mais ça va encore accélérer très, très fortement cette année. Et bon, l'idée de la productivité des nouveaux investissements, c'est que d'abord, on met ces nouveaux investissements, ça augmente le stock de capital, et après, on utilise ce nouveau capital et on l'utilise de façon plus efficace, et la productivité accélère encore plus. Donc, a priori, on pourrait se dire que le meilleur est devant nous quand même. Il serait étonnant d'avoir déjà un impact très fort dès maintenant. C'est vrai qu'on observe une accélération de la productivité aux États-Unis, mais pas que aux États-Unis. On l'observe aussi dans certains pays européens, et notamment en France. Alors, est-ce que la France est en tête de l'intelligence artificielle? Alors, sur certains plans, peut-être, espérons-le. Mais c'est vrai qu'il y a aussi un effet rattrapage post-pandémie. On a les entreprises, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Europe, ont été confrontées pendant cette période à des marchés du travail très resserrés et ont eu tendance à beaucoup embaucher, peut-être trop embaucher. Et là, on est un petit peu toujours dans une phase de digestion qui dure, mais qui peut expliquer en partie ce rebond de la productivité. Et aussi, dans certains secteurs, il y a quand même une remise en route des chaînes de production. Notamment en France, on a eu un bond de la production aéronautique et spatiale au second semestre de l'an dernier. Là aussi, c'est un secteur qui a mis beaucoup de temps à se remettre des perturbations de la pandémie. Il est difficile d'y voir un impact de l'intelligence artificielle, même si c'est quelque chose qu'on peut espérer voir. Et sur le plan de la productivité, il y a le grand débat de savoir, alors il y a des économistes, il y a Acemoglu qui nous dit que ça va avoir zéro d'impact sur la productivité, d'autres qui montent jusqu'à 1,5-2% d'impact sur la productivité. Alors c'est on parle de l'IA, c'est ça, de l'intelligence artificielle. C'est pas deux histoires qui sont forcément opposées en réalité, parce qu'il faut avoir en tête que le scénario de base, c'est quand même qu'il y a des gains de productivité. On est censé devenir de plus en plus productif, mais la question, c'est de savoir, est-ce que l'intelligence artificielle, c'est le progrès technologique, entre guillemets, normal, et du coup, ça n'apporte pas plus de croissance que celle qu'on pourrait déjà espérer, ou alors est-ce que c'est quelque chose en plus? Et dans le scénario où c'est quelque chose en plus, c'est bien, parce que les acteurs qui sont déjà là gardent leur croissance, et puis il y a de la croissance supplémentaire.
En revanche, si c'est le progrès technologique normal, ça veut dire que tous les gains de la croissance qu'on avait déjà un peu intégrés dans toutes nos prévisions, ça va aller aux acteurs de l'intelligence artificielle et à ceux qui sont capables d'utiliser ces outils-là. Et ça peut expliquer une certaine crainte sur la distribution de la croissance future. Donc c'est c'est peut-être une partie de l'histoire. Et encore une fois, les gains de productivité, le gros est à venir sur l'intelligence artificielle, si on y croit. J'entends. Oui, c'est ça. Oui, le kicker IA n'est pas encore visible dans ces gains de productivité qu'on observe ou qu'on réobserve un peu partout dans le monde et qui se décompose comment, d'ailleurs, Fabien ? Enfin, est-ce que c'est le secteur des services qui génère le plus de gains de productivité aujourd'hui par rapport au secteur industriel ? Est-ce que c'est équilibré ? Alors, dans un premier temps, on a la phase d'investissement qui a déjà commencé avec une production qui augmente très fortement dans toute la chaîne de valeur des semi-conducteurs. Et là, on a une augmentation de la productivité presque mécanique parce qu'on utilise à plein les capacités d'utilisation, on lance de nouvelles usines. Là, c'est des gains de productivité évidents qu'on va voir dans le secteur manufacturier. Et dans un second temps, quand l'utilisation de ces outils va se répandre, on devrait espérer une hausse de la productivité dans le secteur des services. C'est un petit peu l'enchaînement mécanique. Important pour nos économies, très tourné vers les services. Bien voilà, alors il y a des craintes parce qu'on se dit évidemment, nous on est plus orienté vers les services, donc si jamais ces outils nous remplacent, est-ce qu'on va pas en souffrir ? Oui, d'un autre côté, on peut se dire qu'au contraire, c'est nos entreprises qui vont en bénéficier le plus. Et on va pouvoir s'étendre vers de nouveaux horizons. Mais là encore, effectivement, on est vraiment au tout début de cette histoire. Il y a eu un papier académique qui est sorti récemment où il faisait une enquête auprès de dirigeants de grandes boîtes. Là, il y a une grande appétence pour ce genre d'outils, mais pour l'instant, les gains de productivité, c'est encore quelque chose à venir, même s'ils les voient de plus en plus tôt. C'est plutôt dans les toutes prochaines années. C'est ça. Les horizons se sont peut-être un petit peu raccourcis, effectivement, de ce point de vue-là. Productivité et inflation, quand on réfléchit à cette question, gain de productivité et donc l'IA demain, c'est un phénomène désinflationniste ? Il y a un consensus là-dessus ou c'est aussi une question ouverte ? Alors, a priori, comme dirait Milton Friedman, l'inflation, c'est avant tout un phénomène monétaire et j'ai pas besoin de m'inquiéter de ce que fait la productivité. Bon, c'est évidemment un raisonnement qui a peut-être quelques failles, avec tout le respect qu'on doit à M. Friedman. Mais c'est vrai qu'on a entendu, notamment du côté du prochain peut-être dirigeant de la Fed, cette idée que avec les gains de productivité, ça va créer un environnement de déflation et qu'il faut l'accompagner comme Greenspan aurait accompagné le boom de l'Internet au milieu des années 90. Alors là, il faut peut-être modérer ce point. Ce qui est vrai, c'est qu'on est dans la phase d'investissement et si on se dit que ces investissements sont si importants qu'ils vont créer une telle productivité qu'il faut les accompagner en baissant les taux, en réalité, ce qu'on dit, c'est qu'on accepte un petit peu de surproduction à court terme pour accommoder la production future. Mais ça veut dire passer par une période d'inflation un peu plus élevée que la normale. Là, l'idée, c'est vraiment d'accommoder cette montée en puissance, mais ça veut dire une première phase d'accélération. Est-ce que ça veut dire après une période de production plus élevée avec une inflation sur la cible ? Est-ce que ça vaut le coup ? Oui, mais je ne parlerai pas vraiment d'environnement de déflation dans ce contexte-là. Bon. Productivité, politique monétaire, oui, ça va être un sujet c'est le sujet déjà endossé par le futur potentiel président de la Réserve fédérale américaine, Florian. Oui, et puis c'est un sujet capital pour le marché des obligations. À long terme, ce qui fait le niveau des taux long, il faut vraiment s'en convaincre, c'est le taux terminal communiqué par la Réserve fédérale américaine. C'est une thématique importante parce que l'an passé, je pense que le marché s'est fait prendre à contre-pied à ce sujet-là avec la cascade des 3 baisses et la baisse a sorti sur les taux longs à 10 ans. C'est-à-dire que les taux longs baissent avec les baisses de taux de la Réserve fédérale, anticipées ou pas. Et en tout cas, il y a une partie de transmission assez mécanique. Notre point de vue sur la question, il est vraiment très simple et peut-être un peu trop tranché. Donc ça veut dire qu'il sera peut-être amené à être révisé. Mais si on, vous savez, ce graphique, la courbe de Phillips, où on compare le taux de chômage et puis l'inflation, évidemment, c'est une patate chaude, mais normalement, à long terme, on a une espèce de relation antinomique entre le chômage et l'inflation. On est aujourd'hui dans une case de ce graphique-là
qui est assez bizarre, où on a un marché très tendu et on a quand même des forces de désinflation qu'on constate aux États-Unis en tout cas. Et puis en Europe, vous avez vu le niveau de l'inflation. La question ne se pose plus, en tout cas de notre point de vue. Donc c'est encore la désinflation immaculée, quoi. On est encore dans cette espèce de phénomène-là. Ce qui est troublant, c'est la désinflation immaculée et quel point de comparaison historique vous allez avoir. Et le point où on est aujourd'hui, il est assez proche, en tout cas sur la carte des points de ce graphique-là, des points qu'on a observés entre 95, 96, 97, 98, justement au moment où on a commencé à récolter les bénéfices de la vague Internet. Alors la contribution à la désinflation à cette époque-là, elle était de l'ordre de 0,4 à 0,5% d'inflation en moins que ce qu'on aurait pu avoir sans cette révolution de la productivité. Il faut garder cet élément-là en tête parce que, curieusement, aujourd'hui, il y a des similitudes. Alors, comparaison n'est pas raison, on fait un métier difficile, mais en tout cas, je trouve que c'est un élément important. Plutôt que de s'inquiéter de savoir si on est face à une bulle de la technologie, on ferait mieux de s'inquiéter de savoir si les taux sont appropriés au vu du potentiel impact des inflationnistes, pas déflationnistes, mais désinflationnistes de la productivité. Et ça, c'est un élément particulièrement important parce que si Warsh arrive à convaincre 11 autres personnes 11 autres personnes, exactement. De cet effet-là, il peut rajouter on peut miser sur la capacité de conviction de Kevin Warsh, mais on peut regarder les choses un peu plus froidement. Il n'y a pas d'urgence pour la Réserve fédérale à baisser les taux d'intérêt. Il n'y a surtout pas de nécessité à les baisser beaucoup. C'est ce qu'a fait Greenspan. Tout simplement. C'est pas d'urgence, on va le faire un petit peu, on attend un petit peu, on laisse des taux à un niveau un peu moyen, et ça a suffi. Par contre, ça a suffi à ce boom pour se développer. Et par contre, attention, parce que 3 ans plus tard, on récolte la monnaie de sa pièce. 90, plus on se rapproche de 99-2000. Mais la question, c'est est-ce qu'on est en 99 ou est-ce qu'on est en 95 ? Notre théorie, c'est qu'on est plutôt en 95, et ça dicte des choix de portefeuille qui sont différents. Vous disiez ça il y a un an déjà, Florian. On n'avance pas. 94, j'ai vu. On reste bloqué à 95. C'est l'année de la marmotte. C'est une très longue année 95. Je pense qu'on l'a tous ressenti comme ça. Je reviens sur les thèmes de marché, Xavier. Sur la question du software, on se demande où peuvent être les risques cachés dans le marché aujourd'hui. C'est un secteur qui a bénéficié d'énormément de financement privé, il faut le dire. Il y a une exposition des marchés de crédit privé, du private equity très importante à ce segment du logiciel pour toutes les raisons que vous avez décrites. Le modèle SaaS, c'est de la récurrence, c'est de la visibilité, c'est de la génération de cash, tout ce qu'aime un investisseur privé, en l'occurrence, un investisseur en général, mais dans le private equity encore plus. Est-ce que là, il y a un sujet qui est, j'allais dire, au moins bien identifié par le marché, et est-ce qu'on voit d'ailleurs des prix s'ajuster peut-être dans les marchés de crédit en lien avec ce sujet et ce risque? Alors, avant de parler du marché du crédit, je vais vous donner un exemple où il y a des ajustements de multiples très importants qui ont été faits sur le secteur. Je pense Dassault Systèmes. Dassault Systèmes, c'est moins 30% depuis le début de l'année. C'est un PE de 12 fois contre une moyenne de 32 sur ces 5 dernières années. C'était le Hermès des logiciels, Dassault. C'est-à-dire que dans l'univers des logiciels, il y avait le PAC et Dassault Systèmes. Ouais. Et en termes de V sur EBIT, on est à 10 fois contre une moyenne de 26 fois. Donc en gros, c'est 60% de décote par rapport au point le plus haut de 2024 en termes de multiples. Donc on voit qu'il y a évidemment une norme... Pardon, je vous coupe. C'était les multiples qu'il y avait à l'IPO dans les années 90, exactement. On retrouve, donc, vous imaginez le de-rating en termes de multiples qu'on constate. C'est sans doute très exagéré. En tout cas, cette crainte sur la disruption de l'IA est quand même très exagérée. Ça normalise aussi des exagérations de valorisation qu'on avait observées à la hausse en 2024, etc. Donc on revient, donc c'est sans doute exagéré. Pour revenir donc ça va faire des opportunités. Maintenant, il faut voir est-ce que être contrariant sur des thématiques où on a une visibilité sur l'impact négatif ou pas, qui est aussi faible. Moi, je trouve que le risque est un peu... Il y a d'autres choses plus intéressantes à faire, certainement aujourd'hui, même si c'est en étant contrariant qu'on gagne le plus d'argent. Mais et une autre illustration par rapport à ces montants de dettes énormes qui sont employés par ce secteur de la tech, on va dire, c'est que 666 milliards de dollars, c'est le montant de CAPEX qui ont été annoncés par la tech américaine. C'est en gros 95% des cash flows disponibles
des hyperscalers. Si ces 660 milliards sont appliqués. Et on le voit bien, c'est qu'aujourd'hui... très vite de je ne m'endette pas et tous mes cash flows sont retournés à l'actionnaire à j'emploie 100% quasiment de mes cash flows pour investir. Quoi. Exactement. Et donc ça, c'est un vrai sujet, notamment sur la dette privée. Et quand vous discutez avec des banquiers d'affaires ou des gérants de fonds de private equity, aujourd'hui, la situation, parce que avoir des participations dans des éditeurs de logiciels, etc., c'était de la visibilité, comme je l'avais dit, et de la rentabilité quasiment assurée. C'est des histoires souvent qui sont consolidées, c'est des opérations de build-up qui ont été faites à des multiples extrêmement élevés. Et là, il y a un vrai sujet sur les participations dans le non-côté, que ce soit du côté des actionnaires que des détenteurs de la dette. Ouais. Alors, il y a aussi une enquête de la Commission européenne qui montrait que l'exposition à la dette privée un peu à risque sur les grandes banques, notamment françaises, était extrêmement limitée, comme les grandes banques américaines aussi. D'accord. On va voir la réalité. Mais c'est sûr que c'est à surveiller et c'est très souvent on l'a vu, la dernière grande crise est venue de la partie non cotée, donc il faut rester vigilant sur cette partie-là. Et il est clair que sur le private equity, les difficultés qu'ils ont à lever pour les nouveaux fonds et aucune sortie ne se fait aujourd'hui, c'est un risque quand même qu'il faut vraiment surveiller. Et toutes les crises sont des crises de la dette, m'a-t-on rappelé bien gentiment il y a quelques jours. Fabien, parlons de la France. Je regardais, Banque de France nous dit 0,2% au premier trimestre, je crois. L'INSEE doit être à 0,3%, donc la vérité est à peu près par là, j'imagine. C'est ça. On a une dynamique qui se poursuit. Alors, on a eu le chiffre de croissance 2025 à 0,9%. Alors, on l'a vu décrire comme satisfaisant, comme presque une bonne nouvelle. Bon, il faut mettre les choses en perspective. Sur les 25 années du 21e siècle, c'est la 20e année. Donc, c'est pas la pire, c'est loin d'être la meilleure. Et quand on regarde beaucoup d'autres données, si on regarde l'emploi, le chômage, si on regarde la consommation des ménages en France a augmenté de 0,4%. C'est la 4e pire année du 21e siècle. On est vraiment sur une année très médiocre. Et sur les 0,9% de croissance, la moitié, c'est la demande publique. Donc on peut avoir... Voilà, le moteur domestique de l'économie française continue de patiner. Et ce qui nous aide pas mal en ce moment, c'est la demande extérieure. C'est effectivement une conjoncture européenne et mondiale en général assez porteuse. Et c'est là, en quelque sorte, entre guillemets, la magie des équilibres économiques qui font que le fait que notre moteur domestique patine, n'aille pas très bien, et ben, les salaires ne progressent pas beaucoup en France. Et finalement, on gagne en compétitivité prix. Pour la première fois, on a des salaires en France qui augmentent assez nettement moins rapidement que la moyenne européenne. Et ça explique peut-être des performances satisfaisantes du côté des secteurs qui exportent, et notamment de l'industrie. On a l'indice de confiance manufacturier de l'INSEE qui a fortement augmenté en janvier, après une bonne performance en fin d'année. Ça augure d'un bon début d'année pour certains secteurs. Après, si on regarde tous les indicateurs qui se portent sur la demande domestique, et notamment, par exemple, la très importante confiance des ménages, on n'observe pas d'amélioration. On voit des ménages toujours très prudents. Et les entreprises françaises, c'est vrai que celles qui exportent vont profiter d'une demande porteuse, mais les entreprises, elles ont aussi une prolongation de la surtaxe de l'impôt sur les sociétés en France. Elles ne sont pas vraiment encouragées à investir autant qu'elles l'auraient pu en France. Et on risque quand même d'avoir, encore une fois, ce moteur domestique de l'économie française qui va encore un peu patiner en 2026. Le risque est sur l'investissement. Si on prend sur le plan domestique, effectivement, c'est là où il y a un vrai risque peut-être alors, le décrochage, c'est moi qui le dis comme ça, Fabien, dans un moment où, encore une fois, la planète dans son ensemble investit, et peut-être c'est une vague d'investissement qu'on n'a pas vue depuis des générations au moins. C'est ça, c'est un petit peu le risque malheureusement, c'est qu'on se retrouve avec des chiffres de croissance positive et une hausse de l'investissement des entreprises et qu'on se dise finalement tout va bien, mais en fait quand on va se comparer aux autres, c'est là qu'on va voir qu'en réalité on a eu un petit décrochage. Et on fera moins bien que ce qu'on aurait pu faire. Et si la croissance française fait un peu mieux que ce qu'on espère cette année, ce sera parce qu'elle sera tirée par l'extérieur. Et tandis que nous, nos problèmes domestiques, on ne les aura pas réglés. On continuera quand même d'avoir une demande domestique toujours assez atone
et dans un climat d'attentisme qui se prolonge pour le moment. Alors ce petit regain de compétitivité prix, comme vous dites, qui est alors lié à une inflation qui a été moins importante en France, des salaires qui progressent moins aujourd'hui. Je ne sais pas si on peut fondamentalement s'en réjouir, mais en tout cas c'est la donne. Est-ce qu'elle souffre par exemple un euro-dollar à quasi 1,20 aujourd'hui? Est-ce que cette compétitivité prix est pas mangée totalement par une appréciation de l'euro face au dollar, mais face à un ensemble de devises de partenaires commerciaux? Alors il faut relativiser, parce que déjà nos premiers partenaires commerciaux, ce sont nos voisins européens. Certes. Et avec eux, la compétitivité se fait via le différentiel d'inflation, donc là on est gagnant. Après, face aux autres pays, il faut rappeler que la montée de l'euro face au dollar, c'est aussi largement une histoire de la faiblesse du dollar. Si on regarde comparé à l'ensemble des devises, c'est vrai que l'euro a plutôt monté sur un an, mais la hausse est quand même beaucoup plus modérée que ce qu'indique l'euro-dollar. Et s'il a monté, l'euro, c'est aussi parce qu'il y a eu des bonnes nouvelles avec le stimulus allemand qui, là aussi, devrait... Et que les gens viennent investir en Europe, quoi. Voilà. Donc, c'est un mix, c'est pas une bonne nouvelle en soi, c'est pas forcément une très mauvaise nouvelle. À propos du stimulus allemand, et c'est vrai que là on a vu beaucoup de dirigeants politiques, de gouvernants revenant, notamment de la conférence de sécurité à Munich qui se tenait ce week-end dernier. Donc, ça y est, on est dans la séquence. Il y a eu la rupture avec les États-Unis. On a eu le réveil européen, le sursaut européen. Il y a un rendez-vous important en politique les 19 et 20 mars prochains avec un sommet européen qui pourrait aboutir à des pas un peu concrets sur comment est-ce qu'on transforme ce sursaut européen en actes, en décisions qui permettent de renforcer l'Europe sur le plan géopolitique, sur le plan économique. Et il n'en faut pas plus dans la situation dans laquelle on se trouve pour voir à nouveau le thème d'Eurobonds revenir dans la conversation publique, au moins en France, peut-être plus largement en Europe. Fabien, c'est une question compliquée pour l'économiste, mais est-ce qu'il y a un terrain de compromis plus favorable aujourd'hui pour avancer à nouveau dans des schémas type Eurobonds qu'on a réussi à mettre en place sur des moments critiques, et je pense notamment à la période Covid? Alors c'est vrai qu'on a réussi à le mettre en place durant la période Covid. Après, le débat des Eurobonds qui a été relancé la semaine dernière, il a été relancé par les Français et la porte a été tout de suite fermée sans trop d'ambiguïté par le chancelier allemand. Alors, on a entendu le patron de la Bundesbank un petit peu se dire en faveur une grande nouveauté. Bon, le board de la Bundesbank a fait savoir qu'il parlait pour lui-même. Bon. Tant que ça vient de la France, ça sera un problème. Tant que ça vient de la France, ça sera un petit problème. D'autant plus qu'on est le dernier pays à avoir un déficit quand même significativement différent des autres pays. Ça nous rend pas très crédibles sur ce domaine-là. Si on met de côté le cas français et le fait que ce soit la voix de la France qui porte ce projet, on se dit quand même, encore une fois, je reviens à cette idée d'investissement, on se dit quand même qu'il y a un moment historique à saisir de ce point de vue-là et que mettre en place une logique de financement commune pour des investissements en commun, ça peut profiter à d'autres pays que la France seulement, si c'est ça la crainte. C'est la crainte, mais encore une fois, il y a déjà un pays qui a pris cette initiative. Ah ouais. L'Allemagne investit, et du coup, on n'est plus dans cette situation d'il y a 10 ans où la politique monétaire était coincée par le taux zéro et on se disait il faut de la relance fiscale. Les Allemands peuvent pas le faire, faisons-le ensemble. Malheureusement, on est dans un setup macro bien différent. Les Allemands font du stimulus parce qu'ils ont les moyens et parce que leur économie va moins bien que la moyenne. Est-ce qu'en moyenne, en zone euro, on a besoin d'une accélération fiscale? Quand on voit l'inflation sous-jacente un petit peu au-dessus de 2%, quand on voit une croissance qui est à 1,5% en 2025, on a du mal à se dire il faut absolument un stimulus fiscal supplémentaire. Avec beaucoup d'hétérogénéité comme dans ces chiffres d'inflation en zone euro, Fabien. Mais là encore, on en revient à la question que ça vient de la France. Oui, qui est largement sous les 1% d'inflation. Le cas européen en matière d'investissement, oui, il vous plaît pour une question de diversification, vous le disiez tout à l'heure, Florian, est-ce qu'il y a aussi des valeurs, des fondamentaux intrinsèques à l'Europe, à la zone euro qui méritent d'être
relevé pour un investisseur. Oui, j'en vois au moins deux. Déjà, c'est une zone qui serait plutôt récipiendaire de cette vague de la productivité liée à l'IA. Ça, c'est quand même. Enfin, donc là, les investissements menés en Europe. Voilà, on produit pas les modèles, exactement. mais on les utilisera. Un jour ou l'autre, on finira par voir ça dans les comptes des États. Premier élément. Et puis, deuxième élément, faisiez écho à l'hétérogénéité en termes d'inflation qu'on observe entre les pays de la zone euro. Ça veut dire qu'il y a des pays de la zone euro qui, encore aujourd'hui, ont une inflation supérieure au taux directeur de la BCE, une inflation supérieure à leurs taux nominaux globalement. C'est-à-dire qu'il y a encore des pays qui sont en zone de taux réels négatifs. Et ça, c'est plutôt intéressant, surtout pour les small et mid cap. Il ne faut jamais oublier que c'est elles qui sont les premières exposées à ça. Si les small et mid surperforment au Japon, surperforment en partie justement en Europe, sur les 12 derniers mois, c'est en partie dû à ça. Donc attention. À ces conditions de financement, quoi. Ah oui, c'est un élément qu'il faut savoir garder en tête. Aux États-Unis, la situation est peut-être plus fragile. Il va falloir beaucoup de productivité pour compenser les taux réels très positifs qui sont un peu le talon d'Achille des États-Unis aujourd'hui. Bon, on restera sur cette question en suspens ou ce suspense autour de la productivité, de ces gains de productivité. Merci beaucoup, messieurs. Merci d'avoir été les invités de Planète Marché ce soir. Florian Rielpo, Lombard Odier IM, Xavier Deburen, OTA Capital et Fabien Bossy, Société Générale CIB.